Je m'appelle Thomas. J'ai 34 ans. Et durant les 5 dernières années éprouvantes de ma vie, j'ai financé à moi seul l'existence entière de mes parents. J'ai acheté le toit au-dessus de leur tête lorsqu'ils faisaient face à une ruine financière totale. J'ai payé leurs impôts fonciers, leurs factures d'électricité et d'eau, ainsi que leurs coûteuses primes d'assurance médicale. J'ai même loué la Porsche 911 blanc nacré immaculée qui se trouve actuellement dans leur allée parfaitement entretenue. J'ai renoncé à ma propre sécurité financière pour leur bâtir une forteresse. Mais lorsque j'ai eu désespérément besoin de pendant seulement 3 heures pour assurer l'avenir de ma propre famille, ma mère a ri au téléphone et m'a dit « Nous ne sommes pas tes nounous ». Elle s'est moquée de ma panique totale. Juste avant de monter dans la voiture de sport de luxe que mon salaire payait, affirmant qu'elle devait se rendre à un brunch de quartier. But il y a un détail massif et bouleversant qu'il ne savait pas. Il croyait sincèrement que la maison dans laquelle il vivait était protégée par une fiducie familiale blindée. Il pensait que j'étais juste un fils doux, obéissant, facilement manipulable, qui absorberait indéfiniment leur manque de respect et continuerait à faire des chèques pour maintenir la paix. Il n'avait absolument aucune idée que j'avais passé les derniers mois à restructurer discrètement l'ensemble de notre relation financière par le biais d'une société holding immobilière privée. Et en ce moment même, alors qu'il me laisse désespérément des dizaines de messages vocaux, me suppliant de leur pardonner, pleurant parce que leurs cartes de crédit sont refusées à la caisse du supermarché, et criant sur un chauffeur de dépanneuse. Ils apprennent une leçon très dure et très permanente sur le rapport de force. Avant de vous raconter exactement comment j'ai méthodiquement démantelé leur vie privilégiée et luxueuse, pièce par pièce, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez vraiment que les membres toxiques de la famille doivent faire face aux dures conséquences de leurs actes. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez aujourd'hui dans le monde. J'adore voir jusqu'où ces histoires se propagent. Maintenant, revenons au matin où tout a volé en éclats. Le carillon de mails sur mon téléphone était d'une gaieté offensante. C'était un mardi matin, juste après 5 heures. Je me tenais dans le couloir sombre de ma maison, épuisé, serrant une tasse de café tiède. J'ai plissé les yeux devant l'écran brillant. L'objet disait « Entretien final, poste d'associé ». Mon cœur a raté un battement. C'était l'email pour lequel je m'étais acharné pendant 15 années brutales dans le secteur de la finance d'entreprise. Cela représentait une augmentation de salaire massive, des options d'achat d'actions lucratives, et le genre de richesse générationnelle que je voulais désespérément bâtir pour ma femme, Claire, et notre fils de 4 ans, Léo. Cela signifiait enfin financer entièrement son fonds universitaire. Cela signifiait un plan de retraite 401K sécurisé. Cela signifiait que nous pouvions enfin respirer. Mais il y avait un problème immédiat massif. Depuis la chambre au bout du couloir, Léo a toussé. C'était un son rauque, sec, un râle qui m'a instantanément noué l'estomac. Il avait été renvoyé de son école maternelle 2 jours auparavant avec une forte fièvre. Claire, qui travaille comme infirmière en traumatologie dans un service d'urgence en manque cruel de personnel, a déjà épuisé ses congés personnels disponibles pour couvrir ses premières 48 heures de maladie. Je l'ai regardé ce matin-là, enfilant sa blouse, des cernes sous les yeux, l'air absolument épuisé. S'absenter de sa garde aujourd'hui n'était tout simplement pas une option sans faire face à de graves mesures disciplinaires. C'était à mon tour de prendre le relais et de gérer la crise. Mon entretien d'associé était prévu à 10 heures pile. Ce n'était pas un simple appel Zoom décontracté. C'était un entretien en personne devant un comité de direction composé de 6 des cadres supérieurs les plus intimidants du cabinet. Je ne pouvais évidemment pas amener un enfant en bas âge malade, en pleurs et fiévreux dans une négociation d'entreprise à enjeux élevés qui déterminerait toute la trajectoire de ma carrière. J'ai passé en revue mes options frénétiquement. Toutes les babicités que nous connaissions étaient prises ou indisponibles à si court préavis. Il me restait exactement une bouée de sauvetage. J'ai ouvert mes contacts sur mon téléphone et j'ai fixé le nom de ma mère. Mon cœur martelait ma poitrine. Il y avait toujours cette anxiété acide familière qui se propageait dans mes tripes chaque fois que je devais demander quoi que ce soit à mes parents. C'était une anticipation instinctive de la déception, un sentiment que je portais depuis l'enfance. Mais je me suis raisonné. Je me suis dit que cette fois, c'était différent. Je ne demandais pas d'argent. Je ne demandais pas un sacrifice massif qui changerait leur vie. J'avais juste besoin de 3 heures de surveillance de base. 3 heures pour que mon fils malade puisse dormir sur leur canapé confortable pendant que je me rendais en ville, décrochais une promotion massive, et revenais aussitôt. Une promotion qui,
ironiquement, assureraient indirectement leur sécurité financière continue. J'ai appuyé sur l'écran, le téléphone a sonné 2 fois. Elle a décroché, et son ton a été immédiatement sec, empreint de l'hypothèse automatique que mon appel était un dérangement. Thomas, qu'est-ce qu'il y a? Il est très tôt et je suis très occupé ce matin à préparer ma journée. J'ai avalé ma fierté, refoulant la piqûre familière de sa froideur. Salut, maman. Rien ne va mal, mais Léo est assez malade. Il a de la fièvre et ne peut pas aller à la maternelle. Claire est déjà en route pour l'hôpital pour sa garde. Écoute, j'ai mon entretien final d'associé à 10 heures aujourd'hui. J'ai vraiment besoin que toi et papa le gardiez pendant juste 3 heures. Juste jusqu'à 13 heures. Il est épuisé. Il va probablement dormir sur le canapé tout le temps. Le silence à l'autre bout du fil était épais, lourd et étouffant. J'entendais le bruit de fond d'un présentateur de journal télévisé. Je l'imaginais debout dans la cuisine luxueuse sur mesure que j'avais payée pour faire rénover, s'appuyant sur les comptoirs en quartz importés que j'avais choisis, affichant un air de profond dérangement théâtral. Puis elle a laissé échapper un petit ricanement sec. Ce n'était pas le soupir sympathique d'une grand-mère inquiète pour son petit-fils malade. C'était un rire d'irritation pure et simple. « Thomas, tu ne peux pas être sérieux », a-t-elle dit, sa voix suinte de condescendance et de détachement absolu. « Ton père a un tournoi de golf très important au country club ce matin et j'ai un brunch très attendu avec les dames du quartier. C'est mon tour d'accueillir les cocktails d'avant-brunch. Nous prenons la Porsche. Nous ne sommes pas tes nounous. Toi et Claire gagnez un très bon salaire. Débrouillez-vous. Tu n'as qu'à reporter ta petite réunion où Claire peut prendre sa journée. C'est à ça que servent les mères. » Je suis resté pétrifié. Les mots flottaient dans le silence de mon couloir. Toxique et lourd. Nous ne sommes pas tes nounous. Reporter ta petite réunion. Le mépris pur dans sa voix était paralysant. Elle venait de réduire une étape charnière de 15 ans de carrière, le sommet de ma vie professionnelle, à un simple conflit d'agenda agaçant. Elle avait sous-entendu que moi, le fils qui les avait sauvés à lui seul d'une faillite publique humiliante, les traitait comme des employés de maison simplement en demandant une faveur isolée et désespérée. Derrière le choc initial, une colère froide, dure et terrifiante a commencé à se cristalliser dans ma poitrine. J'ai serré le téléphone jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. J'ai pensé aux crises de panique nocturne que j'avais subies en essayant d'équilibrer leurs dettes. J'ai pensé aux investissements que j'avais liquidés pour effacer leur immense ardoise financière. J'ai pensé à la voiture de luxe qu'elle s'apprêtait à conduire pour aller à un brunch afin d'impressionner un groupe de femmes superficielles qu'elle méprisait secrètement. « Tu as raison, maman », ai-je dit. Ma voix était d'une stabilité troublante. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas énuméré mes griefs. Je ne l'ai pas supplié de reconsidérer. Vous n'êtes pas mes nounous. Passe un bon brunch. J'ai raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. La migraine qui commençait à se former derrière mon œil droit a soudainement disparu. L'anxiété paralysante dans mon estomac s'était complètement évanouie, remplacée par une clarté glaciale et mécanique que je réservais habituellement aux OPA hostiles. L'illusion était morte. Ils n'étaient pas ma famille. C'étaient des parasites financiers qui venaient d'insulter avec arrogance leur unique bienfaiteur. Je suis entré dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réalisé que je devais corriger chirurgicalement une erreur catastrophique que j'avais commise il y a 5 ans. Pour comprendre pleinement l'audace absolue de son refus et la résolution glaciale qui a envahi mon corps ce matin-là, il faut comprendre l'histoire profondément déséquilibrée de ma famille. Ma vie entière a été une étude de cas d'école en matière de favoritisme toxique et d'exploitation financière. Depuis mon adolescence, les rôles dans notre foyer étaient rigidement définis. J'étais le responsable. J'étais la bête de somme fiable. J'étais Thomas le planificateur, Thomas le réparateur, Thomas celui qui arrivait et nettoyait les dégâts. Mon frère aîné, Damien, était l'enfant roi. Damien a 36 ans et n'a jamais occupé un emploi stable et légitime pendant plus de 6 mois de toute sa vie d'adulte. Damien est un rêveur professionnel, un homme qui parle en jargon et en promesses creuses. C'est le gars qui a toujours une idée d'application à $1 million, une marque de style de vie révolutionnaire ou un projet d'investissement en crypto-monnaie, Aber qui a toujours désespérément besoin d'un investissement de départ de $10 000 de la part de la famille pour démarrer. Quand nous étions plus jeunes, la disparité était flagrante.
Je faisais des gardes de nuit épuisantes dans un restaurant local pour payer ma propre voiture d'occasion délabrée, une berline rouillée qui sentait constamment les vieilles frites. J'ai contracté d'importants prêts étudiants pour financer mes études universitaires, étudiant tard dans la nuit tout en travaillant à plein temps. Damien, en revanche, a décrété que l'université traditionnelle étouffait son génie créatif. Il a accumulé des milliers de dollars de dettes de cartes de crédit en voyageant à travers l'Europe pour se trouver. À son retour, mes parents ont co-signé un prêt massif pour lui acheter une décapotable neuve afin de l'aider à réseauter des investisseurs. Chaque fois que Damien échouait, mes parents accusaient l'économie, le marché ou des partenaires commerciaux jaloux. Quand je réussissais, ils appelaient cela de la chance et s'attendaient à ce que je partage ma richesse. Le véritable point de rupture, le moment où j'ai pour ainsi dire acheté mon propre asservissement, s'est produit il y a exactement 5 ans. Je venais de prendre un poste exigeant de cadre supérieur dans mon cabinet. Claire et moi étions fraîchement mariés, vivions dans un modeste appartement, et nous avions enfin mis de côté un apport substantiel pour notre première maison. Nous visitions des propriétés, rêvant d'un jardin pour les enfants que nous souhaitions avoir. Puis le téléphone a sonné. C'était ma mère, absolument hystérique, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. À travers ses larmes, elle a avoué un désastre financier d'une ampleur épique. Le prêt hypothécaire à taux variable de leur maison, la maison où j'avais grandi, était sur le point d'être réajusté à un taux d'intérêt exorbitant. Mais ce n'était pas tout. Ils avaient secrètement contracté une énorme deuxième hypothèque, retirant toute leur équité pour financer le dernier désastre de Damien, une entreprise de vêtements de marque importée qui s'était complètement effondrée, laissant un garage rempli de stocks invendus et sans valeur. Ils n'avaient aucune épargne. Ils avaient maximisé toutes leurs cartes de crédit. Des poursuites de créanciers agressifs se profilaient. Ils étaient à quelques semaines de la saisie. Ils étaient sur le point d'être jetés à la rue. Au lieu de les laisser faire face aux conséquences naturelles de leurs terribles décisions et de leur complaisance infinie envers Damien, j'ai joué les héros. J'ai passé 3 semaines à fouiller dans leurs finances désastreuses, agissant comme leurs comptables non payés. J'ai fait les calculs et la réalité était sombre. J'ai eu une conversation douloureuse et déchirante avec Claire. Avec sa bénédiction incroyablement désintéressée, j'ai pris la totalité de notre apport. De l'argent destiné à notre avenir, à notre sécurité, et j'ai procédé à un rachat. Je n'ai pas seulement fait un chèque pour rembourser leur dot. J'ai structuré une solution. J'ai racheté la maison à la banque, en plaçant l'acte de propriété sous une société à responsabilité limitée privée que je contrôlais, puis j'ai intégré celle-ci dans une fiducie familiale. J'ai permis à mes parents d'y vivre sans loyer pour le reste de leur vie. J'ai mis en place un virement mensuel automatisé pour couvrir leurs courses, leurs factures d'énergie et leurs dépenses de base. Je leur ai essentiellement offert un parachute doré, entièrement financé par mon propre sacrifice, tandis que Claire et moi repartions de zéro, continuant à louer pendant 3 années supplémentaires. À l'époque, ils pleuraient et m'appelaient leur sauveur. Mais la gratitude a une durée de conservation très courte dans ma famille. Faisons un bond de 2 ans en avant, jusqu'à l'incident de la Porsche. J'assistais à un rare dîner dominical chez eux. Ma mère m'a pris à part dans la cuisine, l'air profondément bouleversé. Elle m'a dit que les réunions de copropriété et les rassemblements du country club devenaient absolument humiliants parce qu'elle et mon père étaient les seuls à arriver dans une berline Honda de 10 ans. Thomas, c'est profondément embarrassant, a-t-elle chuchoté, regardant par-dessus son épaule comme si les voisins la jugeaient à travers les cloisons. Les gens commencent à parler. Ils pensent que ton père a perdu sa pension. Ils pensent que nous sommes démunis. Tu gagnes un si bon salaire maintenant, Arthur. Tu es directeur. Pourrais-tu juste nous aider à monter en gamme? Rien de fou. Juste quelque chose de respectable pour que nous n'ayons pas l'air de mendiants. J'ai essayé de lui expliquer les principes de base de la dépréciation. Je lui ai dit que leur voiture était parfaitement sûre et fiable. Elle a immédiatement déployé son arme de choix, les larmes et la culpabilité. Elle a rappelé tout ce qu'ils avaient sacrifié pour m'élever, comment elle avait été en travail pendant 20 heures, comment ils méritaient un peu de dignité dans leurs vieux jours. Mon père est entré dans la cuisine, l'air stoïque et vaincu, jouant la parfaite victime silencieuse. Contre mon bon sens, contre tous mes instincts financiers, j'ai cédé. Je voulais que les chantages affectifs s'arrêtent. J'ai utilisé le compte d'entreprise de mon cabinet de conseil pour louer une Porsche 911 blanc nacré immaculée. J'ai justifié cela comme un avantage social de l'entreprise, une dépense professionnelle que je pouvais déduire.
Quand je leur ai remis les clés, ils se sont comportés comme des rois. Ils ont paradé avec cette voiture dans tout le quartier, se délectant de l'envie de leurs amis, oubliant complètement qui payait réellement la mensualité. Claire a vu clair dans ce manège. Ce soir-là, elle m'a jeté un regard de déception profonde et silencieuse. « Thomas, tu ne les aides pas », a-t-elle dit doucement. « Tu entretiens un immense fantasme. Tu es un distributeur automatique humain qui imprime des excuses pour les échecs de Damien. » Elle avait entièrement raison. Chaque fois que Damien s'écrasait inévitablement, mes parents exigeaient que j'intervienne. Il y a tout juste 6 mois, Damien risquait l'expulsion d'un loft de luxe en centre-ville qu'il n'avait pas les moyens de louer. Mes parents ont organisé une intervention familiale, faisant venir la tante Charlotte, la matriarche de la famille qui adore s'immiscer dans les affaires de tout le monde. Charlotte s'est assise en face de moi, sirotant mon vin, et a sifflé « Thomas, je suis consterné par ton égoïsme. Ton frère, c'est la famille. Tu as plus d'argent que tu ne sais quoi en faire, et tu laisses ta propre chair souffrir. Tu brises le cœur de tes parents. C'est ton devoir de partager ton héritage. » J'ai tenu bon. J'ai refusé de payer le loyer de Damien, mais l'atmosphère a changé de façon permanente. Je suis devenu le méchant, le fils corporatif froid qui oubliait ses racines. Toute cette histoire amère a envahi mon cerveau alors que je me tenais dans mon couloir ce mardi matin-là. J'ai regardé dans la chambre de Léo. Il s'agitait dans tous les sens, son petit visage rouge de fièvre. Mon fils avait besoin de moi. Ma carrière avait besoin de moi. Et mes parents, qui vivaient dans une maison que j'avais achetée et conduisaient une voiture que je louais, ont décidé qu'un brunch de quartier était mais important. Je n'avais pas le temps de pleurer la mort de notre dynamique familiale. J'ai pris mon téléphone et j'ai contourné complètement la famille. J'ai appelé Madame Gable, une prestataire de garde d'enfants d'urgence haut de gamme agréée qui s'adresse exclusivement aux cadres. Son tarif horaire était astronomiquement élevé, mais je l'ai réservé immédiatement sans ciller. J'ai ensuite composé le numéro direct de Monsieur Harris, mon avocat personnel. « Harris, c'est Thomas », ai-je dit, ma voix fraîche et professionnelle. Sortez les documents de la fiducie familiale Alice et Robert. Je lance une révision hostile complète de toutes les clauses. Interrompez immédiatement le virement mensuel. Harris a marqué une pause. Thomas, cela va faire rejeter leurs paiements automatiques. Es-tu sûr de vouloir déclencher ce genre de retombées? J'en suis absolument certain, ai-je répondu. Et Harris, examine les clauses de résiliation de bail pour les véhicules de fonction. J'ai fini de jouer au fil dévoué. Préparez les documents. J'ai raccroché. Les rouages étaient en mouvement. Mais ce que je ne savais pas en enfilant mon costume, c'est que leur refus de garder mon fils n'était pas un simple égoïsme. C'était la couverture d'une trahison financière calculée et massive. Je pensais que le pire était passé. Je me trompais tellement. Madame Gable est arrivée à ma porte à 9h15 précise. C'était une femme d'une 50aine d'années impeccablement vêtue, portant un blazer bleu marine impeccable, dégageant une aura de compétence absolue et de calme. En l'espace de 5 minutes, elle avait évalué la situation, administré la dose correcte de réducteur de fièvre pour enfants, et installé confortablement Léo sur le tapis du salon, tranquillement occupé avec un jeu de blocs de construction en bois. Je lui ai remis un chèque en blanc, j'ai embrassé le front brûlant de mon fils et j'ai conduit vers le siège social en ville comme un homme possédé par une concentration unique et inébranlable. L'entretien d'associé n'était pas conçu pour être une simple conversation. C'était un interrogatoire psychologique brutal explicitement conçu pour briser les candidats faibles sous pression. 6 associés principaux, dont M. Coleman, le PDG incroyablement intimidant de notre division, étaient assis autour d'une immense table en acajou poli. La pièce sentait le parfum cher et l'ambition impitoyable. Pour rendre les choses infiniment pires, Victor était là. Victor était mon concurrent direct pour la promotion d'associé. Un opportuniste enjôleur aux costumes italiens sur mesure qui avait passé les 2 dernières années à essayer activement de détourner mes meilleurs clients et de saboter mes projets. Avant que l'entretien ne commence officiellement, alors que nous étions encore en train de disposer nos dossiers sur la table, Victor s'est penché au-dessus du bois d'acajou avec un sourire faux et exagérément sympathique plaqué sur le visage. « Thomas, j'ai heard through the grapevine que le petit Léo n'était pas très en forme aujourd'hui », a dit Victor, sa voix dégoulinant de fausse sollicitude, assez fort pour que tous les associés principaux l'entendent. Ce doit être si difficile de jongler avec un enfant malade et une carrière exigeante.
We completely understand si ton esprit est ailleurs aujourd'hui. La famille doit toujours passer en premier, n'est-ce pas? C'était une attaque calculée et venimeuse. Il essayait délibérément de planter une graine toxique dans l'esprit des associés. Il voulait qu'ils me considèrent comme distrait, peu fiable et désespérément lié par des contraintes domestiques qui m'empêcheraient de me consacrer entièrement au cabinet. J'ai regardé Victor droit dans les yeux. Le froid glacial que je ressentais envers ma mère s'est parfaitement transféré sur lui. Je n'ai pas bronché. Merci pour l'attention, Victor, ai-je dit, ma voix portant sans effort et clairement à travers la pièce silencieuse. J'ai absolument dominé cette pièce. Pendant 2 heures éprouvantes, j'ai systématiquement démantelé chaque scénario financier complexe, chaque test de résistance qu'ils m'ont imposé. J'ai utilisé la rage qui bouillonnait sous ma peau comme un carburant à indice d'octane élevé. Quand j'ai enfin franchi ces lourdes doubles portes à midi, Monsieur Coleman s'est levé, m'a serré fermement la main avec un regard de profond respect. Je savais sans l'ombre d'un doute que j'avais remporté la promotion de manière décisive. Je suis rentré chez moi avec un sentiment de triomphe électrisant. Le poids de l'anxiété professionnelle s'était envolé. Léo dormait paisiblement dans son lit à mon arrivée. Madame Gable m'a remis un rapport professionnel détaillé, un reçu, et est partie discrètement. Je me suis assis sur l'îlot de ma cuisine avec une tasse de café noir fort, laissant enfin l'adrénaline de l'entreprise s'estomper de mon système sanguin. C'est alors que la petite voix persistante et tenace tout au bout de ma tête a commencé à se faire entendre. L'excuse de ma mère ce matin-là me dérangeait profondément. Un brunch avec les dames du quartier un mardi matin. Les épouses de la copropriété étaient notoirement rigides. Elles organisaient généralement leurs réunions sociales le jeudi. Et le tournoi de golf de mon père, il s'était plaint amèrement d'un genou enflé et arthrosique toute la semaine. Il pouvait à peine monter les escaliers menant à sa chambre, alors marcher 18 trous sur un parcours de golf de plusieurs hectares était impensable. La logistique n'avait absolument aucun sens. Quelque chose ne tournait pas rond. Il y a des années, lorsque j'ai mis en place leur filet de sécurité financière et pris en charge leurs dettes, je avait insisté pour qu'ils gardent une carte de crédit commune pour les urgences absolues de vie ou de mort, factures médicales, réparations urgentes à la maison, chaudière en panne. Des choses de cette nature critique. Je l'avais relié directement à mon compte chèque principal et je payais le solde automatiquement et sans poser de questions chaque mois. Je n'avais pas examiné les relevés détaillés depuis des années. J'avais simplement confiance dans le fait qu'ils comprenaient la définition d'une urgence. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé l'adresse du portail bancaire et complété l'authentification à 2 facteurs. J'ai navigué jusqu'au compte de la carte de crédit d'urgence et j'ai affiché l'historique détaillé des transactions des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu sur cet écran m'a vidé de tout mon sang. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Le relevé était un cimetière numérique de mensonges audacieux. Il n'y avait aucun reste à charge pour des médecins. Aucune facture de plomberie d'urgence. Aucun frais de pharmacie. À la place, j'ai vu un débit de $800 dans une boutique de golf haut de gamme. Un débit de $1200 dans un magasin de meubles de créateurs. Des cents de dollars dépensés dans des cavistes artisanaux. Mais le pire n'était pas là. Mes yeux se sont fixés sur un virement électronique mensuel récurrent. Chaque mois, précisément le premier du mois, exactement $1500 étaient transférés vers un compte tiers. La ligne de motif du virement numérique indiquait, clair comme le jour, Damien, aide au loyer. Ma vision s'est troublée. J'ai agrippé les bords de l'îlot de cuisine pour me stabiliser. Je ne finançais pas seulement la retraite luxueuse et sans conséquence de mes parents. Je payais littéralement et directement le loyer de mon frère de 36 ans. Mes parents siphonnaient systématiquement l'argent du fonds d'urgence que je fournissais, prenant l'argent que je gagnais au prix de semaines de 60 heures pour subventionner le style de vie extravagant de l'enfant chéri. Ils me mentaient droit dans les yeux, jouant les victimes démunies et vulnérables, tout en canalisant mon salaire durement gagné directement vers Damien. Mes mains tremblaient violemment tandis que je faisais défiler la page vers le haut. J'ai vérifié les transactions en attente de ce matin-là. Le matin même où mon fils était malade. Le matin où ma mère prétendait aller à un brunch de quartier. En attente, $450. Lupati Château. Le Lupati Château est le restaurant français le plus cher, le plus exclusif et le plus prétentieux du quartier financier du centre-ville. Il est à des kilomètres de leur quartier de banlieue. Et il ne sert certainement pas de brunch pour les dames du quartier.
J'ai immédiatement ouvert un nouvel onglet de navigateur, je me suis connecté à Instagram et j'ai cherché le profil public de Damien. Il y était, une photo sur papier glacé, hautement filtrée, postée il y a tout juste 2 heures. C'était une photo de Damien portant un costume de créateur que je savais qu'il ne pouvait pas s'offrir, assis à une table nappée de blanc immaculé au Lupati Château, levant une coupe de champagne cher, et assis juste à côté de lui, souriant jusqu'aux oreilles, l'air en parfaite santé et dynamique. Se trouvaient mon père et ma maman. La légende sous la photo disait « Célébration du lancement officiel de mon nouveau cabinet de conseil ». Un immense merci à mes parents extraordinaires pour leur généreux capital de départ et leur soutien incroyable et sans fin. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Ils n'étaient pas allés à un club de lecture. Ils n'étaient pas allés jouer au golf. Ils avaient carrément refusé de garder leur petit-fils malade, fiévreux et sans défense pour pouvoir conduire la Porsche de luxe que je louais dans un restaurant de luxe afin de célébrer l'entreprise imaginaire de Damien en utilisant les milliers de dollars qu'il me volait sur mon compte bancaire. La rage qui m'a envahi dans cette cuisine silencieuse n'était ni chaude, ni bruyante, ni explosive. C'était une rage absolue, terrifiante, un zéro absolu. C'était le genre de rage froide et calculée qui brûle les ponts et sème le sel sur la terre pour que plus rien ne puisse jamais y pousser. La trahison était si totale, si multidimensionnelle, si profondément sociopathe qu'elle a entièrement éradiqué tout reste de culpabilité pathétique que j'avais concernant ce que j'allais faire. Ce n'étaient pas mes parents. C'étaient des escrocs professionnels, et Damien n'était pas un frère en difficulté qui cherchait sa voie. C'était un parasite malveillant. Ils avaient pris mon amour, mon sens profond du devoir familial et mon argent pour tout armer contre ma propre famille. Je n'ai pas crié. J'ai pas pleuré. J'ai méticuleusement téléchargé chaque relevé bancaire, en les enregistrant sous forme de PDF sécurisé. J'ai pris des captures d'écran haute résolution des publications de Damien sur les réseaux sociaux, en capturant les horodatages et les balises de localisation. J'ai compilé le tout dans un dossier numérique massif et incontestable. J'ai ouvert ma messagerie et rédigé un nouveau message adressé à mon avocat, Harris. Objet, rupture matérielle de confiance. Preuve jointe. Exécuter immédiatement toutes les mesures hostiles. J'ai cliqué sur envoyer. Le piège était tendu. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je venais de déclarer officiellement la guerre à mon propre sang. Mais une guerre exige une stratégie sans faille, et j'étais sur le point de construire un piège juridique et financier si dévastateur, si parfaitement inéluctable, qu'ils ne se rendraient compte qu'ils étaient pris que lorsque les mâchoires d'acier se refermeraient complètement. Le reste de cette semaine a été un modèle absolu de compartimentation psychologique et de silence stratégique. Pour le monde extérieur, pour mes collègues et mes voisins, j'étais Thomas, le nouvel associé hautement performant d'un cabinet financier de premier plan, un mari dévoué et un père aimant qui gérait tout à la perfection. Mais derrière des portes closes, tard dans la nuit quand la maison était complètement silencieuse, j'étais un architecte impitoyable dessinant les plans précis d'une démolition totale. Le mercredi après-midi, j'ai quitté le bureau plus tôt et je me suis rendu directement au cabinet d'avocat de Harris. Son bureau, avec ses lourdes boiseries en acajou, ses rangées de volumes juridiques reliés en cuir et ses vues panoramiques sur la ville, ressemblait exactement au quartier général d'un général de guerre. Harris avait étalé les documents de la fiducie familiale Alice et Robert sur son immense bureau en chêne, aux côtés des relevés de cartes de crédit imprimées et des captures d'écran que je lui avais envoyées. Il a regardé les papiers, a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez avec un profond scepticisme. Thomas, j'ai vu beaucoup de conflits familiaux dans ma carrière, mais ceci est une fraude financière flagrante et documentée, a dit Harris d'une voix grave. La charte d'origine de la fiducie stipule explicitement et sans équivoque que les fonds fournis sont destinés à l'usage et aux bénéfices exclusifs des bénéficiaires désignés, tes parents. Détourner systématiquement $18 000 par envers un tiers comme Damien constitue une violation matérielle massive du contrat. Tu as le plein pouvoir légal de dissoudre entièrement la fiducie dès maintenant. Dissoudre la fiducie ne suffit pas, Harris, ai-je répondu, me penchant en avant, appuyant mes avant-bras sur le bord de son bureau. Si je me contente de dissoudre la fiducie, l'acte de propriété de la maison me revient directement. Mais la procédure d'expulsion dans cet état peut prendre de 6 à 8 mois. Ils feront traîner les choses en longueur devant les tribunaux. Ils joueront les pauvres personnes âgées fragiles devant le juge et devant toute notre famille élargie. Je ne veux pas d'une bataille prolongée. Je veux les acculer. Je veux qu'ils réalisent qu'ils n'ont absolument aucun moyen de pression, et je veux qu'ils me remettent les clés volontairement. Harris a souri lentement,
un regard acéré et prédateur traversant son visage. Il comprenait exactement ce que je visais. Alors nous n'agissons pas en tant que fiduciaire, nous agissons en tant que banque. Tu te souviens quand tu as acheté la maison il y a 5 ans pour les sauver de la saisie? Tu ne l'as pas payé entièrement en espèces. Tu as repris le prêt hypothécaire restant par le biais de cette SARL privée que nous avons créée, la Shell Compagnie Alpha, pour protéger ta responsabilité personnelle. Tu es techniquement leur propriétaire et le détenteur de leur hypothèque. En commettant une fraude financière contre le propriétaire, ils ont violé les conditions fondamentales de leur accord de résidence. Nous avons passé les 3 heures suivantes à rédiger des documents juridiques en béton armé. Nous n'avons pas seulement gelé les comptes discrétionnaires. Nous avons complètement coupé leur accès au portail bancaire. Nous avons officiellement annulé la carte de crédit d'urgence. Je me suis connecté à mon portail d'entreprise et j'ai formellement résilié le bail d'entreprise de la Porsche 911 blanc nacré, programmant la reprise physique du véhicule pour le vendredi matin, le 1er du mois. Le jour exact où ils s'attendaient à ce que leur généreuse allocation arrive sur leur compte. Mais il y eut une complication soudaine et inattendue qui menaça de gâcher l'effet de surprise. Tôt le jeudi matin, mon téléphone a vibré avec un SMS crypté de Eric. Eric était le directeur d'agence principal de la banque privée qui gérait nos comptes familiaux. C'était un homme qui était une connaissance de la famille depuis des années, un homme qui s'attardait toujours un peu trop longtemps lors de nos dîners de Thanksgiving, buvant mon vin et prétendant être un ami fidèle. Thomas, juste un petit mot pour te prévenir, a écrit Eric. J'ai vu passer les ordres de gel complet sur les comptes de tes parents ce matin. Damien vient de m'appeler sur ma ligne directe, très paniqué, me demandant pourquoi son virement automatique de loyer apparaît comme en attente et bloqué. Je lui ai dit qu'il s'agissait peut-être d'un bug du système, mais tu devrais vraiment appeler tes parents pour calmer le jeu. Ça va être le bazar, mon pote. J'ai fixé l'écran. Eric jouait sur les 2 tableaux. Il essayait activement de prévenir Damien, d'essayer de leur donner le temps de cacher de l'argent ou de préparer une défense. C'était le rat à bord du navire. Je n'ai pas répondu à Eric. Je ne lui ai pas donné le plaisir d'une explication. À la place, j'ai immédiatement appelé le directeur régional de la banque, un homme incroyablement puissant qui passait les 3 dernières années à essayer désespérément d'attirer les comptes d'entreprise de plusieurs millions de dollars de mon cabinet vers son établissement. C'est Thomas, ai-je dit quand il a décroché. Je vous appelle pour vous informer que votre directeur d'agence, Eric, enfreint activement les protocoles stricts de confidentialité des clients. Il discute de mes exécutions de fiducie privée et des gels de comptes avec un tiers non autorisé, mon frère. Si Eric n'est pas retiré de mes comptes immédiatement, mon cabinet retirera jusqu'au dernier actif d'entreprise de votre institution d'ici la fin de la journée de travail. Le directeur régional a paniqué. À midi, Eric était officiellement suspendu dans l'attente d'une enquête interne rigoureuse sur l'éthique, et ses accès étaient révoqués. Mes comptes ont été transférés en toute sécurité à une équipe de gestion haut de gamme strictement confidentielle. J'avais coupé complètement les lignes de communication. Personne n'allait prévenir mes parents. L'effet de surprise était pleinement protégé. Le jeudi soir, la veille du jour J. L'atmosphère dans ma maison était incroyablement calme. La tempête était passée à l'intérieur de nos murs. La fièvre de Léo était enfin tombée, sa température était revenue à la normale, et il dormait profondément dans son lit, serrant sa peluche préférée. Claire et moi étions assis dehors sur notre terrasse. L'air frais de la nuit contrastait vivement avec la chaleur des derniers jours. Nous tenions chacun un verre de vin rouge. Je lui avais tout montré, les relevés de cartes de crédit, les photos de restaurants, les milliers de dollars volés pour payer le loyer de Damien pendant que nous luttions et nous sacrifions. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas joué la comédie. Elle a simplement tendu la main par-dessus la petite table de la terrasse et a pris la mienne. Sa poignée était farouchement protectrice, me rattachant à la réalité. Je suis tellement désolé, Arthur, a-t-elle chuchoté, ses yeux brillants de larmes contenues dans la pénombre. Tu leur as absolument tout donné. Tu leur as offert la sécurité financière que tu n'avais jamais eue en grandissant. Tu les as sauvés de la ruine, et ils ont traité ton sacrifice comme si c'était de la boue. J'ai officiellement fini de jouer les éboueurs, ai-je dit doucement, regardant les ombres sombres du jardin. Demain, c'est le 1er du mois. L'allocation de la fiducie n'arrivera pas. La carte de crédit d'urgence sera refusée à la caisse et cette satanée voiture aura disparu. Je reprends tout. Claire a serré ma main plus fort.
Es-tu vraiment prêt pour les retombées de demain? Ils vont hurler, Thomas. Ils vont t'amener Damien. Ils vont essayer de te manipuler, de pleurer et d'utiliser tous les trucs qu'ils ont toujours utilisés. J'ai plongé la main dans la mallette en cuir posée sur la chaise de terrasse à côté de moi. J'en ai sorti lentement un dossier épais et lourd relié en cuir noir. Sur la couverture, imprimée en lettres d'or rigides et imposantes, se trouvaient les mots « Shell Company Alpha », transfert complet d'actifs et protocole de saisie. Ils peuvent hurler autant qu'ils veulent, ai-je dit, ma voix étant à peine supérieure à un murmure, résonnant pourtant d'une finalité immuable et terrifiante. Ils ont oublié une règle cruciale et incontestable des affaires, Claire, n'insulte jamais l'homme qui détient le prêt hypothécaire. J'ai pris une gorgée lente de mon vin, laissant le calme de la nuit m'envelopper. La tempête arrivait demain matin. Elle allait être laide, bruyante et destructrice. Mais pour la toute première fois de ma vie entière, je ne fuyais pas la tempête. Je n'essayais pas de barricader les fenêtres pour les protéger. C'était moi qui apportais la foudre. Attendez d'entendre exactement ce qui s'est passé quand la dépanneuse est arrivée en plein milieu de la fête extravagante de ma maman. Le vendredi matin est arrivé sous un ciel d'un bleu éclatant et sans nuages. C'était le 1er du mois. Pour n'importe qui d'autre, c'était juste la fin de la semaine de travail, un jour pour prendre un café et attendre le week-end avec impatience. Mais pour mes parents, le 1er du mois était un jour sacré. C'était le jour où la machine lourde et fiable de la fiducie familiale déposait leur généreuse allocation de subsistance sur leur compte chèque. C'était le jour où ma mère planifiait habituellement ses livraisons de courses les plus chères et où mon père payait ses cotisations de country club. Je me suis réveillé tôt, j'ai embrassé Claire alors qu'elle était encore à moitié endormie et j'ai conduit jusqu'au bureau. Je n'étais plus un simple analyste principal. J'étais officiellement associé. J'ai emménagé dans mon nouveau bureau d'angle, celui avec les baies vitrées donnant sur le quartier financier. J'ai posé ma mallette sur le grand bureau en chêne, je me suis versé une tasse de café noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas regardé les projections du marché. Je n'ai pas regardé les portefeuilles immobiliers. J'ai simplement ouvert mon tableau de bord bancaire privé, sorti mon téléphone, l'ai posé face visible sur le bureau et j'ai attendu. Le silence était le son le plus enivrant que j'ai jamais entendu. Je connaissais le déroulement exact de leur routine du vendredi. À 8h30 précise, ma mère se rendait à l'épicerie fine haut de gamme à l'autre bout de la ville pour acheter les fromages importés, le prosecco biologique et la charcuterie chère pour son brunch très attendu de la copropriété. À 8h42 pile, l'écran de mon téléphone s'est éclairé. C'était un SMS de ma mère, Thomas, il y a un problème avec la banque. Notre compte chèque affiche un solde nul pour le virement de la fiducie. Appelle Eric et règle ça immédiatement. Je suis à la caisse. J'ai pris une gorgée lente de mon café. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé mariner dans la tension croissante et inconfortable d'une file d'attente bondée. 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai laissé l'appel aller directement vers la messagerie vocale. Un autre SMS est apparu, truffé de fautes de frappe frénétique. Thomas, réponds au téléphone. Je viens d'essayer d'utiliser la carte de crédit d'urgence et elle a été refusée. La caissière me regarde. C'est complètement humiliant. Règle le problème immédiatement. J'ai posé ma tasse de café. J'ai rédigé une réponse parfaitement mesurée et totalement dénuée d'émotion. Maman, il n'y a absolument aucun problème avec le système bancaire. L'allocation mensuelle a été placée sous contrôle administratif en raison d'activités suspectes. La carte de crédit d'urgence a été définitivement annulée. Puisque toi et papa gagnez des revenus fixes, vous devrez simplement mieux gérer votre budget. Repose le fromage. J'ai cliqué sur envoyer. Je pouvais imaginer de façon limpide le sang quitter son visage. Je la voyais là, dans sa tenue de tennis coûteuse, bloquant une file de riches femmes au foyer de banlieue, forcée de rendre des centaines de dollars de courses de luxe parce que son filet de sécurité invisible s'était soudainement évaporé. Le barrage d'appels téléphoniques a commencé immédiatement. Elle a appelé 4 fois de suite. Mon père a appelé 2 fois. J'ai mis mon téléphone en sourdine et j'ai reporté mon attention sur un dossier client concernant un litige majeur d'héritage d'entreprise. C'était assez ironique. Je facturais des centaines de dollars de l'heure pour résoudre les guerres financières de familles riches tout en menant un siège parfaitement légal et d'une précision dévastatrice contre la mienne. Mais l'épicerie n'était que l'apéritif. L'événement principal était prévu pour 11 heures.
Selon les SMS de vantardise que ma mère avait envoyés sur le groupe familial plus tôt dans la semaine, son brunch de quartier devait commencer à 10h30. Cela signifiait qu'à 11h, l'allée de la maison que je possédais serait bondée de SUV de luxe des dames du quartier. Ma mère serait dans son élément, servant des mimosas, se plaignant des employés de maison et tenant salon dans une maison qu'elle ne payait pas. À 11h15 précise, le téléphone de mon bureau a sonné. Ce n'était pas mon téléphone portable, c'était la ligne directe de mon bureau professionnel. My père avait contourné mon portable, complètement hystérique. « Thomas. Thomas, tu es là » a hurlé mon père dans le combiné. Sa voix était un désordre aigu et tremblant. Il avait l'air d'un homme qui regarde sa maison brûler. « Je suis là, papa » ai-je dit, ma voix étant aussi calme et immobile qu'un lac gelé. « Quelle est l'urgence ? » « Il y a un homme ici dans notre allée » a-t-il crié, perdant complètement son souffle. Il a une énorme dépanneuse à plateau. Il a accroché la Porsche au treuil. Il dit que le bail d'entreprise a été officiellement résilié. Thomas, tu dois appeler ton entreprise tout de suite. Dis-leur que c'est une énorme erreur administrative. Ils emportent la voiture. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir. Ce n'est pas une erreur administrative, papa. J'ai résilié le bail. Un silence de mort s'est installé à l'autre bout du fil pendant 3 longues secondes. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit de grincement mécanique lointain du vérin hydraulique de la dépanneuse tirant la Porsche blanc nacré sur le plateau d'acier. Quoi, a chuchoté mon père, la panique pure cédant la place à une confusion profonde et impuissante. De quoi tu parles, Thomas ? Les amies de ta mère sont toutes sur le porche. Elles tiennent leur verre. Elles regardent ça se produire. Tout le quartier regarde par les fenêtres. C'est une humiliation publique. Fais quelque chose. Arrête-les. Je fais quelque chose, papa, ai-je répondu, laissant une fraction de la glace de mes veines s'insinuer dans mes mots. Je gère mes responsabilités personnelles et corporatives. Vous et maman avez été extrêmement clairs mardi matin sur le fait que notre relation est purement transactionnelle. Vous n'êtes pas mes nounous, tu te souviens ? Eh bien, les conditions de notre transaction ne sont plus favorables à mes résultats financiers. Donc, la voiture s'en va. J'ai entendu une bousculade étouffée à l'autre bout, puis ma mère a arraché le téléphone. Sa voix était perçante, maniaque et complètement dépouillée de son arrogance habituelle. « Thomas, tu arrêtes ça immédiatement » a-t-elle hurlé. « Tu dis à ce voyou de la classe ouvrière de détacher notre voiture à l'instant. Tu n'as aucun droit de faire ça. Tu m'affiches devant la présidente de la copropriété. C'est exactement là que tu te trompes fondamentalement, maman, ai-je dit, ma voix descendant d'un octave, portant tout le poids écrasant de mon autorité. Ce n'a jamais été votre voiture. C'était un actif de l'entreprise de mon cabinet. Un actif que moi, dans un moment d'extraordinaire et pathétique bêtise, vous ai permis de conduire pour que vous puissiez faire semblant d'être riche. Mais vous avez enfreint les règles. Quelles règles ? A-t-elle crié, sa voix se brisant. Nous sommes tes parents. J'ai examiné les relevés de la carte de crédit d'urgence, ai-je dit, en prononçant chaque syllabe avec une précision de rasoir. Le silence qui a suivi était absolu. Le bruit de fond du brunch de quartier s'est complètement estompé. Je pouvais presque entendre les engrenages de son esprit se briser alors qu'elle réalisait l'étendue de sa découverte. Vous avez utilisé la carte de crédit d'urgence que je paye avec le salaire pour lequel je saigne afin de commettre une fraude flagrante et documentée contre la fiducie familiale mise en place pour vous protéger, ai-je continué, ne lui laissant aucun répit. Vous m'avez menti pendant 2 ans. Vous avez financé les délires de votre fils de 36 ans avec mon argent. Et pendant ce temps, alors que vous vivez sans loyer dans une maison que je possède, conduisez une voiture que je loue et vivez d'une allocation que je fournis. Vous n'avez pas pu trouver 3 heures pour garder mon fils afin que je puisse assurer l'avenir de ma famille. Thomas, s'il te plaît. Tu ne comprends pas, a-t-elle murmuré, sa voix se réduisant soudainement à un murmure pathétique et désespéré. Damien était en difficulté. Il faisait face à un procès d'expulsion. Il est sensible. Il ne peut pas gérer le stress des entreprises comme toi. Nous devions l'aider. Je m'en fiche, ai-je dit. Et la beauté de ce moment était que c'était l'absolue vérité. Je m'en fichais profondément et sincèrement. Le cordon émotionnel était violemment coupé. J'ai fini d'être le responsable. J'ai fini d'être le distributeur automatique de la famille.
L'allocation est gelée définitivement. La voiture est partie. Bienvenue dans vos revenus réels fixes, maman. J'espère que les dames apprécieront le brunch, en supposant que tu puisses seulement te payer les courses. J'ai raccroché le téléphone. Je n'avais pas encore bloqué leur numéro. Je voulais qu'ils marinent dans les retombées radioactives de leur propre arrogance. Le piège s'était refermé. L'humiliation était publique. Et la ligne d'approvisionnement financière était entièrement éradiquée. Mais je savais que ce n'était que le premier coup. Ils pensaient encore avoir un moyen de pression. Ils pensaient encore posséder la maison. Ils croyaient encore pouvoir me manipuler s'ils parvenaient à m'avoir dans une pièce. J'ai passé le reste de la journée à revoir les contrats immobiliers, à finaliser mes documents de promotion et à me préparer à l'inévitable explosion du week-end. Les SMS de mes parents sont passés de menaçants à suppliants, puis à des menaces à peine voilées d'engager un avocat pour me poursuivre pour leur héritage légitime. J'ai transféré chaque menace directement à Harris pour qu'il l'ajoute au dossier juridique. Il marchait les yeux bandés dans un champ de mine, ignorant totalement que je détenais le détonateur. La véritable confrontation approchait, et j'allais abattre la fondation même de leur réalité. Le siège a commencé le dimanche après-midi. J'avais délibérément ignoré leurs appels pendant 48 heures, laissant leur panique fermenter en désespoir pur. Enfin, j'ai envoyé un seul SMS stérile à mon père, « Toi, maman et Damien, chez moi, dimanche à 14 heures, ne soyez pas en retard. » Claire avait emmené Léo aux eaux pour l'après-midi. Je ne voulais pas que mon fils soit près de la décharge toxique qui s'apprêtait à absorber tout le monde dans notre salon. Je me suis installé dans mon fauteuil préféré, vêtu d'un pull sombre et d'un pantalon, l'air complètement détendu. Sur la table basse en verre lourd devant moi se trouvait le dossier en cuir noir étiqueté Shell Company Alpha, une pile de relevés de cartes de crédit imprimées et 3 documents juridiques fraîchement rédigés par le bureau de Harris. À 13h55 précise, la sonnette a retenti. Je ne me suis pas pressé. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Mes parents semblaient avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Les yeux de ma maman étaient gonflés et rouges, son maquillage cher mal appliqué, dépourvu de son éclat arrogant habituel. Mon père avait l'air pâle, les épaules affaissées, portant le poids physique d'un homme qui réalise soudainement qu'il est ruiné. Et puis il y avait Damien. Damien les a dépassés en bousculant, entrant dans ma maison avec une démarche faussement agressive. Il portait une veste en cuir de créateur, sans doute achetée avec mon argent, et affichait un regard d'indignation profonde. Il essayait de jouer le rôle du grand frère protecteur, un rôle qu'il n'avait pas mérité un seul jour de sa vie. Thomas, c'est complètement insensé, a commencé Damien immédiatement, pointant un doigt vers ma poitrine alors qu'il entrait dans le salon. Tu as complètement perdu le contrôle. Tu as affiché maman devant tout le quartier. Tu as pris leur voiture, et mon propriétaire vient de m'envoyer un avis de défaut parce que mon virement de loyer a été rejeté. Tu dois réactiver les comptes tout de suite, ou je jure devant Dieu. Ou tu vas jurer devant Dieu quoi, Damien ? Ai-je interrompu, ma voix étant parfaitement de niveau, entrant dans son espace personnel. J'étais plus grand que lui. Et les années de guerre en entreprise m'avaient donné une présence qui lui manquait cruellement. Tu vas me frapper ? Tu vas me poursuivre ? Avec quel argent ? Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as même plus d'appartement à partir de demain. Damien a fléchi, faisant un demi-pas en arrière, sa fausse bravoure s'effondrant instantanément sous une pression réelle. Asseyez-vous, ai-je ordonné, désignant le canapé. Mes parents se sont immédiatement assis. Damien a hésité, puis s'est affalé dans le fauteuil en face de moi. Il ressemblait à des accusés face à un juge. Thomas, chéri, s'il te plaît, a commencé ma mère, serrant ses mains fermement sur ses genoux. Les larmes ont commencé à monter. Une performance parfaitement répétée. Nous sommes tellement désolés pour mardi. C'était une terrible erreur. J'étais juste stressé par le brunch de la copropriété. Mais ce que tu fais, geler la fiducie, prendre la voiture, c'est cruel. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement couper nos moyens de subsistance. Cette réunion ne concerne pas mes sentiments, et elle ne concerne certainement pas les vôtres, ai-je dit, me penchant en avant et posant mes mains sur la table en verre. Il s'agit d'une réunion strictement administrative pour discuter de la dissolution d'un arrangement frauduleux. J'ai tapoté la pile de relevés de cartes de crédit. 36 000 $.
c'est le montant exact d'argent que vous avez détourné frauduleusement d'un fonds médical d'urgence pour payer le loyer d'un homme de 36 ans qui refuse de travailler. Vous avez violé la charte fondamentale de la fiducie familiale. Vous avez commis un vol qualifié. Dans le monde des affaires, cela se traduit par un procès fédéral et de la prison. Mon père est devenu absolument blanc. Thomas, non, ce n'était pas du vol. Nous sommes les bénéficiaires. C'était notre argent à utiliser comme nous le jugions bon pour aider notre famille. Non, c'était mon argent, les jeux corrigés vertement. De l'argent que j'ai gagné. De l'argent pour lequel j'ai saigné. De l'argent que j'ai pris sur l'avenir de ma propre femme et de mon enfant pour m'assurer que vous ne viviez pas dans un foyer pour sans-abri il y a 5 ans. Damien a ricané, essayant de reprendre pied. Tu es si dramatique, Thomas. C'est juste un fonds fiduciaire. Tu es riche. Tu ne peux pas simplement dissoudre une fiducie irrévocable et jeter maman et papa dehors. Cette maison appartient à la fiducie. Ils sont légalement protégés. Tu essaies juste de nous faire peur. C'était le moment. Le moment que j'avais méticuleusement préparé, le piège exact dans lequel ils étaient tombés. J'ai regardé Damien, un sourire lent et incroyablement sombre s'étirant sur mon visage. J'ai tendu la main et l'ai posée sur le dossier en cuir noir. Tu as raison, Damien, ai-je dit calmement. La maison appartient à la fiducie, et dissoudre une fiducie peut être un processus juridique long et fastidieux devant le tribunal des successions. Ma mère a laissé échapper un petit soupir de soulagement, pensant avoir trouvé une faille. Elle pensait posséder encore sa forteresse. Mais tu vois, ai-je continué, ouvrant le dossier noir, exposant les lourds documents hypothécaires notariés. Vous oubliez complètement les mécanismes fondamentaux de la dot immobilière. Il y a 5 ans, quand vous étiez face à la saisie, je n'ai pas payé la banque en espèces. J'ai acheté la dette sous-jacente. J'ai fait glisser les documents sur la table en verre. Ils ont fixé les papiers, sans rien y comprendre. Qu'est-ce que cela signifie, a demandé mon père, sa voix tremblant violemment. Cela signifie, ai-je dit, me penchant, assénant le coup de grâce absolu. Que je suis la banque. Je détiens l'hypothèque. La fiducie est simplement l'entité qui paie l'hypothèque à ma SARL. Et parce que vous avez commis une fraude financière documentée contre le propriétaire de la propriété, vous êtes en défaut catastrophique et incurable de votre accord de résidence. J'ai sorti 3 feuilles de papier unique, les décrets juridiques finaux de Harris. Je ne dissous pas la fiducie, ai-je déclaré froidement. Je saisis la maison aujourd'hui à moins que vous ne signiez cet accord. Ma mère a le souffle coupé, couvrant sa bouche de ses mains tremblantes. Tu expulserais tes propres parents. Sans une seconde d'hésitation, j'ai répondu, voici vos 2 seules options. Option A, vous refusez de signer. Demain matin, mes avocats déposent un avis d'expulsion formel et une plainte pour les 36 000 $ que vous avez volés. Vous serez traîné devant les tribunaux. Vous perdrez la maison. Vous aurez un jugement civil massif contre vous et vous serez absolument sans ressources. J'ai tapoté le papier. Option B, vous signez ce document à l'instant. Vous renoncez volontairement à tous vos droits de bénéficiaire de la fiducie. Vous reconnaissez la dot. En échange, je vous permettrai de continuer à vivre dans la maison, sans loyer. Je paierai les impôts fonciers et les services publics de base directement à la ville. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'allocation. Pas de voiture. Pas de carte de crédit d'urgence. Pas de cotisation de country club. Vous vivrez comme de vrais retraités, avec un revenu fixe strict et inflexible. J'ai tourné mon regard vers Damien, dont le visage était un masque de terreur absolue. And absolument sous aucun prétexte, ai-je dit, pointant un doigt directement entre ses 2 yeux, le moindre centime de mon argent ne retrouvera le chemin de tes poches. En fait, Damien, tu as exactement 24 heures pour vider ton appartement de luxe. Parce que si tu ne le fais pas, je contacterai personnellement ton propriétaire pour l'informer que ton loyer précédent a été payé avec des fonds obtenus par le biais d'une fraude criminelle, et je lui remettrai les preuves. Julien a bondi de sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. Je vais me retrouver à la rue. Maman, papa, dites-lui qu'il ne peut pas faire ça. Vous m'avez promis que je serais pris en charge. Vous me l'avez promis. Il s'est tourné vers nos parents, s'attendant à ce qu'ils se lèvent, le défendent, me manipulent une dernière fois, mais ils n'ont pas bougé.
Mon père fixait les documents de saisie comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Ma mère sanglotait de manière incontrôlable dans ses mains. Ils ont réalisé avec une certitude absolue et écrasante qu'ils n'avaient aucun moyen de pression. Le distributeur automatique était définitivement fermé. La chambre forte était scellée. L'enfant gâté les avait finalement ruinés. Mon père a tendu une main tremblante, a pris le stylo que j'avais posé sur la table et a signé le document de renonciation. Il n'a même pas lu les petits caractères. Il était entièrement brisé. Let's pause for a moment. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les retombées immédiates de ce dimanche après-midi n'ont pas été explosives. Ce fut un silence étrange, douloureux. Le genre de calme qui suit une catastrophe naturelle catastrophique, lorsque la poussière commence enfin à retomber et que l'ampleur pure de la destruction devient visible. Mes parents ont signé les documents, ont franchi la porte d'entrée de ma maison et sont montés dans un Uber que j'avais commandé pour eux. Ils n'ont pas dit au revoir. Ils n'ont pas regardé en arrière. Ils ont simplement disparu dans la réalité de la vie morne et restreinte qu'ils s'étaient construite. Damien, fidèle à sa nature tout à fait prévisible, s'est effondré de manière spectaculaire. Il n'a pas quitté son appartement volontairement. Il a essayé de squatter, se barricadant dans le loft de luxe, inondant les réseaux sociaux de vidéos décousues et délirantes sur la façon dont son frère corporatif narcissique avait illégalement volé son héritage et l'avait laissé mourir. Il pensait que la pression publique forcerait ma main. Cela a fait exactement le contraire. Ses anciens investisseurs, les personnes qu'il avait escroquées de milliers de dollars pour ses startups ratées, ont vu les vidéos. Ils ont réalisé que son riche filet de sécurité avait disparu. En l'espace d'une semaine, le propriétaire l'a formellement expulsé sous escorte policière, et 2 poursuites civiles distinctes ont été déposées contre lui pour dots impayés. Damien a fini par échouer sur un matelas taché dans le sous-sol inachevé d'un gars qu'il connaissait à peine du lycée. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles par le réseau familial, le soi-disant créateur de style de vie travaillait de nuit à faire la plonge dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, juste pour pouvoir se payer des courses de base. Personne dans la famille n'est intervenu pour le sauver. Le chèque de la réalité avait finalement été rejeté. Quant à mes parents, leur vie sociale s'est complètement évaporée du jour au lendemain. Sans la Porsche blanc nacré, sans l'adhésion au country club et sans le flux incessant d'argent discrétionnaire pour acheter des vins chers et organiser de somptueuses fêtes de copropriété, ils sont devenus instantanément des parias dans leur propre quartier. Ils étaient cloués au sol. Ils étaient obligés de prendre le bus public pour se rendre au supermarché discount. Ils vivaient entièrement dans les limites précises et inflexibles que j'avais fixées. Ils étaient mes locataires, et j'étais un propriétaire incroyablement strict. Mais les retombées ne se sont pas limitées à ma famille immédiate. Les ondes de choc ont frappé la famille élargie, exposant la pourriture cachée qui s'était développée depuis des années. 2 semaines après la confrontation, j'ai reçu un appel téléphonique de l'oncle Charles. Charles était le frère cadet de mon père, un homme qui jouait toujours le rôle du médiateur jovial et inoffensif lors des dîners de Thanksgiving. Il a appelé sur la ligne de mon bureau, sa voix dégoulinant d'une familiarité occasionnelle forcée. « Thomas, mon garçon, c'est l'oncle Charles. Écoute, j'ai entendu parler de la vilaine affaire avec tes parents et Damien. C'est une sacrée tragédie. Vraiment. Les familles ne devraient pas se battre pour de l'argent. Mais écoute, puisque tu restructures tes portefeuilles, je suis dans une situation un peu difficile avec un mauvais investissement immobilier. J'espérais que mon neveu brillant pourrait m'accorder un petit prêt à court terme. On garde ça dans la famille, d'accord ? J'ai presque ri devant cette audace pure et simple. Charles, je ne suis pas une banque. Je ne fais pas de prêts familiaux. Allez, Thomas, a insisté Charles, son ton passant de jovial à légèrement désespéré. Je sais pertinemment que tu as des liquidités. Ta mère m'a dit il y a des années combien tu avais mis dans cette fiducie. Franchement, je pense que tu as surréagi. Je savais qu'il glissait un peu d'argent pour le loyer de Damien il y a 1 an, et je leur ai dit que c'était risqué, mais c'est ton frère. Tu ne peux pas simplement nous laisser tous en plan. Je me suis arrêté net.
Le stylo que je tenais s'est brisé entre mes doigts. Tu savais, ai-je demandé, ma voix tombant à un murmure dangereux. Tu savais qu'il commettait une fraude contre la fiducie et me volait mon argent? Et tu ne m'as pas dit un seul mot? Charles a balbutié, réalisant qu'il venait de marcher sur une mine. Eh bien, Thomas, ce n'était pas mon rôle d'interférer dans les finances de tes parents. Je ne voulais pas provoquer un divorce ou une bataille massive pour l'âme de Damien. J'essayais juste de maintenir la paix. Tu ne maintenais pas la paix, Charles. Tu agissais comme un complice par omission parce que tu pensais que s'ils avaient accès à ma chambre forte, tu pourrais finir par y mettre les mains toi aussi, ai-je dit froidement. Ne rappelez plus jamais ce numéro. Effacez mes coordonnées. Si vous contactez ma femme ou mon fils, je demanderai à mes avocats de rédiger une plainte pour harcèlement si vite que votre tête en tournera. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. La purge était incroyablement douloureuse, mais elle était absolument nécessaire. J'enlevais chirurgicalement les tumeurs malignes de ma vie. Mais le coup de poignard final, le plus écœurant, est venu un mois plus tard d'une source totalement inattendue. Je prenais un café en ville entre deux réunions de clients quand quelqu'un a appelé mon nom. Je me suis retourné et j'ai vu Sophie. Sophie était la plus récente ex-petite amie de Damien, une femme intelligente et travailleuse qu'il avait finalement larguée lorsqu'elle avait réalisé qu'il était un gouffre financier. Elle avait l'air épuisée, mais soulagée. Nous nous sommes assis à une petite table d'angle. Elle savait tout ce qui s'était passé, le dérapage public de Damien s'en était assuré. Mais elle ne me regardait pas avec jugement. Elle me regardait avec une pitié profonde. Thomas, j'ai besoin de te dire quelque chose, a dit Sophie, en serrant ses mains autour de sa tasse de café. Damien est un désastre, oui, mais tu dois connaître la vérité sur ta mère. Damien n'a pas toujours réclamé cet argent de loyer. Parfois, c'est elle qui le lui imposait. J'ai froncé les sourcils, confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle se plaignait constamment d'être fauchée. Sophie a secoué la tête tristement. Ce n'était pas une question d'argent, Arthur. C'était une question de pouvoir. Un soir, Damien et moi étions chez tes parents. Tu venais de conclure un accord commercial massif, et c'était dans le journal des affaires locales. Ta mère avait bu quelques verres de vin. Elle a commencé à pleurer, mais elle n'était pas heureuse pour toi. Elle était en colère. Sophie s'est penchée plus près. Elle a dit à Damien que tu te croyais meilleur qu'eux. Elle a dit que parce que tu n'avais plus besoin d'eux, parce que tu étais indépendant et riche, tu abandonnais ta famille. Elle a littéralement dit, Thomas pense qu'il peut nous acheter et nous oublier. Nous devons lui rappeler à qui il doit sa vie. Elle ne finançait pas Damien uniquement parce qu'il était le favori, Thomas. Elle finançait Damien parce que prendre ton argent et le gaspiller était sa façon de te punir d'avoir grandi plus vite qu'elle. C'était un jeu de pouvoir. C'est pour cela qu'elle a refusé de garder ton fils. Elle voulait prouver que ton succès corporatif ne signifiait rien si elle décidait de ne pas t'aider. Je suis resté parfaitement immobile. Le bruit ambiant du café s'est estompé en un grondement sourd. La dernière pièce du puzzle s'est emboîtée violemment. Ce n'était pas seulement du privilège. C'était un ressentiment profond, toxique et malveillant. Elle en voulait à mon succès parce qu'il soulignait ses propres échecs. J'ai remercié Sophie, payé son café et je suis sorti sous la lumière éclatante du soleil de la ville. Je pensais que je me sentirais en colère. Je pensais que je me sentirais dévasté. Mais en marchant dans la rue animée, prenant de grandes inspirations d'air frais, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose de totalement différent, je me sentais absolument et complètement libre. La culpabilité avait disparu. L'obligation était morte. Il m'avait tendu les ciseaux et j'avais enfin coupé les fils. 6 mois ont passé. La transition entre le chaos de la guerre financière de ma famille et la paix calme et structurée de ma nouvelle réalité a été profonde. Mon nouveau rôle d'associé au cabinet était incroyablement exigeant, nécessitant des semaines de 60 heures et des déplacements intenses, mais il était profondément gratifiant. Sans le bruit de fond constant et épuisant des urgences fabriquées par mes parents et des crises sans fin de Damien, ma carrière a monté en flèche. Je n'étais plus distrait. J'étais complètement concentré. Claire et moi avons utilisé l'augmentation massive de mon salaire pour acheter la maison de nos rêves, une magnifique et vaste propriété dans une banlieue calme et très boisée, avec un immense jardin. Nous avons entièrement financé le compte d'épargne d'études 529 de Léo. Nous avons maximisé nos cotisations de retraite 401K.
Nous construisions une forteresse impénétrable de richesses générationnelles, mais cette fois, les murs étaient construits pour nous protéger, pas pour abriter des parasites. Mes parents, quant à eux, ont sombré dans un exil silencieux permanent. Les dames de la copropriété ont oublié leur existence. Le country club a révoqué leur adhésion pour non-paiement. Ils vivaient dans la maison que je possédais, payée par la SARL, existant grâce au maigre chèque de sécurité sociale qu'ils recevaient. Nous ne nous parlions pas. Il n'y avait pas d'invitation pour les vacances. Il n'y avait pas de carte d'anniversaire. Le silence était une frontière en béton armé que j'appliquais rigoureusement. Puis, exactement 6 mois jour pour jour après la confrontation dans mon salon, je me suis rendu à ma boîte aux lettres et j'ai trouvé une enveloppe épaisse de couleur crème. L'écriture était tremblante, indubitablement celle de mon père. J'ai apporté la lettre dans mon bureau à domicile, j'ai fermé la porte et je l'ai ouverte avec un coupe-papier. Elle faisait 3 pages, écrite à l'encre bleue. Thomas, commençait-elle. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi. Je sais que tu as parfaitement le droit de jeter cette lettre au feu, mais je suis un vieil homme et le silence dans cette maison est assourdissant. Ta mère reste dans sa chambre la majeure partie de la journée. Elle regarde la télévision et pleure. Elle refuse d'accepter que la vie qu'elle pensait mériter ait disparu. Damien nous a appelés une fois d'une cabine téléphonique. Il a demandé 20 $. Nous n'avons pas pu les lui donner. Il a raccroché et nous n'avons pas eu de ses nouvelles depuis. J'ai lu ces mots, ressentant un détachement incroyable. C'était comme lire une étude de cas sur la vie d'un étranger. Je t'écris cela parce que j'ai besoin de me confesser, continuait la lettre. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir et j'ai fixé la signature finale. Le nom de mon père écrit d'une main faible et tremblante. Il y a 5 ans, une lettre comme celle-ci m'aurait brisé. Je me serais précipité là-bas, chéquier en main, désireux de soulager sa douleur, désespéré d'acheter l'amour paternel dont j'avais toujours eu soif. J'aurais confondu son regret avec une véritable transformation. Mais je n'étais plus cet homme. Les batailles en entreprise, la restructuration juridique, la trahison, tout cela m'avait forgé en quelque chose d'infiniment plus fort. J'ai reconnu la lettre pour ce qu'elle était réellement. Elle était honnête, oui, mais c'était aussi un fantôme tendant la main depuis une tombe que j'avais déjà scellée. Y répondre, s'engager dans la douleur, ne ferait que rouvrir la porte. Et cette porte était clouée, renforcée d'acier et gardée par l'amour farouche que j'avais pour ma propre femme et mon enfant. J'ai plié lentement la lettre selon ses plis d'origine. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau, celui où je gardais les anciens dossiers de clients fermés, et j'y ai déposé la lettre. J'ai fermé le tiroir. Je ne l'ai pas brûlé, mais je ne l'ai pas gardé non plus comme un trophée. C'était simplement un chapitre clos, le dossier archivé d'une entité en faillite. Ce dimanche-là, le temps était absolument parfait. Un après-midi d'automne doré et frais. Claire, Léo et moi avons préparé un grand panier en osier avec des sandwichs, des fruits frais et une bouteille de cidre pétillant, et nous nous sommes rendus dans le grand parc d'État juste à l'extérieur de notre nouveau quartier. Nous avons étendu une épaisse couverture écossaise sur une colline herbeuse dominant un lac calme et scintillant. Léo, complètement rétabli et débordant de l'énergie infinie et vibrante d'un enfant de 4 ans, courait sur l'herbe, poursuivant un cerf-volant aux couleurs vives que je l'avais aidé à lancer dans le vent. Son rire résonnait dans le parc, pur et léger. Claire a posé sa tête contre mon épaule. J'ai passé mon bras autour d'elle, la serrant contre moi, sentant l'odeur légère de vanille et d'air frais dans ses cheveux. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit doucement, me regardant, traçant la ligne de ma mâchoire avec son doigt. « Différent comment ?» ai-je demandé, regardant le cerf-volant de Léo plonger et planer contre le ciel bleu. « Plus léger », a-t-elle souri. « Comme si tu avais enfin posé un sac à dos rempli de pierres que tu portais depuis ton adolescence. » Elle avait parfaitement raison. Pour la première fois de ma vie entière, mon esprit était calme. Il n'y avait plus d'anxiété concernant les réajustements de prêts hypothécaires imminents. Plus de crainte d'un appel téléphonique exigeant que je règle une crise. Plus de culpabilité étouffante de ne pas en faire assez pour mériter ma place dans ma propre famille. Je regardais ma femme magnifique et brillante et mon fils heureux et en bonne santé. C'était cela, ma famille. C'était cela, mon héritage. J'avais passé des ans à essayer de construire une forteresse de sécurité financière pour protéger des gens qui me méprisaient secrètement. Mais à la fin, la protection la plus puissante que j'ai jamais construite n'était pas une fiducie familiale,
une SARL d'entreprise ou un portefeuille d'investissement à haut rendement. La protection ultime était une frontière. La volonté absolue et inflexible de dire « ça suffit ». J'ai appris la leçon la plus dure qu'un fils puisse jamais apprendre, partager le même ADN ne donne pas automatiquement à quelqu'un un accès illimité à votre santé mentale, à votre succès ou à votre portefeuille. Parfois, l'acte de soin personnel le plus profond est de s'éloigner des personnes qui se noient parce qu'elles refusent de lâcher l'ancre. J'avais ma réhabilitation. J'avais ma carrière. Mais le plus important, c'est que j'avais enfin retrouvé ma vie. Et je n'allais plus jamais laisser quiconque la mettre en péril. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Naviguer dans des dynamiques familiales toxiques, surtout lorsque l'argent et un privilège profondément ancrés sont impliqués, est l'une des expériences les plus isolantes et douloureuses qu'une personne puisse traverser. Nous sommes conditionnés par la société à croire que la famille est tout. Mais la réalité est que vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu juste pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Votre paix, votre famille immédiate et votre sécurité financière doivent toujours passer en premier. Établissez vos limites. Mettez-les par écrit s'il le faut, et ne vous excusez pas de protéger ce que vous avez construit. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un proche parce qu'il vous considérait comme un outil plutôt que comme une personne? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Lire vos expériences nous rappelle à tous que nous ne sommes pas seuls dans ces combats. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. D'ici là, restez forts et protégez votre paix.